problèmes pratiques, mais qui ont une importance politique. La question que je voulais poser, les les comités d'entreprise, leur représentation internationale représentent quelque chose que pour les organisations syndicales au niveau national et aussi pour les réseaux européens représente une excellence parce que si on a des représentants de travailleurs des entreprises qui sont capables de communiquer avec le niveau de la direction, c'est un élément essentiel pour les fédérations syndicales des secteurs national et transnational. Donc voilà la question, très simple et très synthétique. Et je vous demande aussi des réponses synthétiques. Quel est le rôle du comité d'entreprise et de la représentation syndicale en tant que potentiel pour le renforcement futur et du point de vue stratégique pour le syndicalisme européen? Quels sont les bénéfices qu'on peut tirer pour les organisations syndicales à différents niveaux pour se rentrer dans ce parcours de construction d'un syndicalisme européen réel et de plus en plus opérationnel et uni? Donc, c'est Fausto, Marina et Kirsten qui vont nous donner une vision de ces trois niveaux. Donc, on a besoin, je réponds à des cas concrets, on a besoin de créer une négociation concrète au niveau européen. Il faut créer dans de temps bref, pas dans de long. La possibilité de développer, disons, créer un état d'avancement des travaux des syndicats, c'est-à-dire créer une capacité de négociation d'accords contraignants au niveau européen pour les entreprises. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne sera jamais capable de suivre avec la même efficacité, avec la même capacité de recueillir des résultats, on ne pourra pas suivre les capacités du processus des entreprises. Pour tous ceux qui représentent les travailleurs dans les usines, dans les centres commerciaux, dans les magasins, dans les petites et moyennes entreprises, si on n'est pas capable d'avoir une relation à ces niveaux, si on ne sera pas capable de défendre les conditions de travail des travailleurs, dans ces cas-là, ces conditions seront diminuées, seront plus basses. Aujourd'hui, le seul niveau qu'on a au niveau européen, ce sont les comités d'entreprise européens. Et je voudrais avoir plus de possibilités. Moi, je suis convaincue qu'il faut mettre en place, faire un effort pour surmonter certains retards, certaines préoccupations, certaines lenteurs qui sont typiques de ceux qui ont peur de céder une partie de leur souveraineté. Donc, pour une négociation européenne, les syndicats nationaux doivent céder une partie de leur pouvoir de négociation au niveau européen. Et ça, c'est une activité difficile, douloureuse, mais qui n'a pas d'alternative si on veut être efficace à ce niveau-là. Et pour parler de l'importance d'un niveau européen, je fais un exemple, quelque chose où j'ai été impliqué personnellement avant de faire cette expérience. Je raconte ça souvent. Avant de travailler dans cette confédération, j'ai travaillé pendant longtemps pour les syndicats de métallos sur les questions européennes, sur les bonifications européennes. Lorsque la Fédération européenne de métallos était active, aujourd'hui, elle fait partie d'Industry Hall, qui est une syndicat plus grand, qui a mis ensemble a regroupé d'autres secteurs. On avait l'habitude, nous, en tant que FEM, de nommer de la part du secrétariat de FEM un coordinateur européen pour chaque comité d'entreprise. Donc, moi, j'ai eu la possibilité d'être un acteur dans des accords de
organisation pour deux entreprises qui représentent l'alpha et oméga de ce point de vue. Pourquoi? Parce qu'un comité d'entreprises européen, donc de représentation transnationale, fonctionne bien ou mal s'il y a deux conditions. Et ces deux conditions sont très simples. Ceux qui participent à cette activité, je parle aussi bien des travailleurs que des entreprises, doit croire dans cette activité, ou doit croire ou ne pas croire. Donc, s'il croit dans cette activité, donc s'il a investi ses énergies, son activité, et qu'il ne considère pas ça comme une activité secondaire imposée par une directive européenne et quelque chose dont vaudrait bien se passer, mais s'il s'investit, ceci produit des résultats, même du point de vue de la capacité de négociation des syndicats au niveau national, des entreprises et des différents sites. Moi, j'étais un coordinateur européen de IBM. Et IBM, c'est une entreprise que, dans son statut, aux États-Unis, c'est une entreprise non-union, c'est-à-dire sans syndicats. Donc, si IBM, si elle peut le faire, elle met en place toutes les initiatives pour empêcher que ces travailleurs fassent partie d'un syndicat. Donc, c'est écrit dans leur statut. Donc, lorsqu'on a obligé IBM à créer un comité d'entreprise européen, on a eu vraiment le minimum, une réunion par an, le nombre minimum d'implications de représentants de l'entreprise, des différentes sociétés liées à IBM. Donc, une activité qui était liée tout simplement au respect intégral des standards minimums imposés par la directive. En même temps, j'ai été aussi le coordinateur européen dans de plus grands groupes industriels du monde, c'est-à-dire Electrolux, qui construit des appareils électroménagers dans le monde entier. Donc, c'est juste pour faire remarquer l'attitude des différents. Electrolux, la base est en Suède, c'est-à-dire une des nations où la culture de la participation, de l'implication des travailleurs dans la vie, dans le choix, dans les conséquences et dans les décisions de la direction de leur entreprise est très, très commune. Donc, on avait un accord des constitutions du comité d'entreprise qui a été revu, réexaminé, changé plusieurs fois. Ceci prévoyait 2 réunions ordinaires par an, ensuite 2 autres réunions disponibles au besoin, un comité de direction du CAE qui pouvait se réunir entre 4 et 6 fois par an, la possibilité pour le coordinateur européen du CAE de visiter sans préavis et aux frais de l'entreprise toutes les unités productives en Europe et de tenir auprès de ces unités, sites de production, des assemblées plénières avec les employés et d'avoir un contact permanent avec la direction pour avoir les informations concernant le choix, la location de production, les dépenses prévues dans le budget de l'entreprise pour chaque site de production. Et ceci, bien évidemment, permettait aux coordinateurs européens de ce grand groupe industriel d'avoir la possibilité d'être en partie prenante, des interlocuteurs essentiels, et donc aussi de faire une action réelle, constructive, de consultation dans les choix de l'entreprise. Je vous fais ces 2 exemples, j'ai conclu mon intervention, que les comités d'entreprise européens, quand ils fonctionnent bien, c'est un outil extraordinaire pour la construction d'une dimension européenne de l'activité européenne, du dépassement d'une logique nationale, de la conception, de l'idée qu'on peut résoudre le problème chez nous et puis on fait les restes. Et le deuxième, c'est aussi le partage et la solidarité, un niveau de partage et de solidarité, de participation dans les questions qui nous concernent, qui est le seul élément qui peut nous permettre de soutenir le défi de processus de changement.
Et du point de vue de la perspective de la Confédération internationale, je vais passer à une considération des types européens. L'intervention de Faust a été vraiment complète et large. Je ne peux que confirmer ce qu'il a dit. Tout à l'heure, je parlais de droit, de l'importance des droits et de l'importance aussi du côté législatif. Je veux souligner ça. Je parlais de ça en tant que base de départ, mais aussi pour contraster cette phase dont Fausto parlait. Malheureusement, il n'y a pas la volonté, la conviction suffisante pour mettre en place un outil qui est de conditions de situation unique dans le panorama de représentation des travailleurs. Les informations que les CAE peut obtenir sont des informations qu'aucun autre instance de représentation dans une entreprise internationale a la capacité, a l'autorisation à demander. Et il s'agit non seulement d'obtenir un certain type d'information, mais il s'agit aussi d'agir pour influencer les décisions de manière active et réelle. Donc, les données législatives ou de réglementation qui n'est pas suffisant peut être, mais certainement représente le premier point pour créer toute une stratégie syndicale active et aux mêmes offensives d'attaque qui demandent des investissements, une conviction et du courage et qui doit être appliquée pour faire en sorte que les droits qui existent pour toutes ces sociétés qui ne peuvent pas bénéficier de l'ouverture mentale de la direction, donc qui peuvent appliquer, qui peuvent quand même les appliquer. Donc, si c'est vrai que les CAE a une importance stratégique, et non seulement au niveau des entreprises, mais aussi dans une dimension qui va au-delà de l'entreprise multinationale. Donc, on pense toutes les fois qu'on parle des CAE, par exemple, lorsqu'on parle d'opposition aux restructurations sauvages. On parle aussi d'anticipation du changement. On pense au CAE lorsqu'il intervient en termes de définition de politique industrielle, d'investissement dans les ressources humaines, en termes d'innovation et recherche. On parle aussi de CAE lorsqu'on parle d'un interlocuteur pour la préparation préliminaire à une négociation collective efficace. Dans tout ça, il est essentiel que les CAE puissent acquérir une position croyable d'interlocuteur actif. En plus des informations, il y a aussi un niveau de consultation qui doit être structuré derrière la représentation européenne. Donc, il doit être soutenu par les instances nationales et locales à l'intérieur de l'entreprise, mais qui doit aussi être capable de s'imposer face à la direction. Et ici, il est essentiel d'avoir une stratégie syndicale d'attaque. Hier, Romek mentionnait par exemple qu'il existe des situations, et elles sont assez nombreuses, donc des comités d'entreprises européens qui ont eu des affaires en justice. Donc, les droits sont là pour être appliqués. Donc, on a des outils, si vous voulez, faibles, pas trop forts, mais il faut avoir le courage et la conviction de les utiliser. Lorsqu'on parle d'impact du comité d'entreprise sur des comités, sur des stratégies assez vastes, on parle aussi, par exemple, de consultations qui prévoient un échange avec l'autre partie et qui prévoient aussi un changement de direction. Donc, les tribunaux, les juges, souvent ont permis de faire ça.
Et la condition préalable était d'avoir une stratégie syndicale très forte qui venait du bas, qui était voulue du bas, et comme on a dit là, plusieurs fois, mais il est important de revenir sur ça, de répéter. Hier, on a dit que dans l'optique de la stratégie syndicale européenne, on disait que souvent, le comité d'entreprise européenne fonctionne mieux lorsque le pluralisme syndical n'est pas exprimé au niveau maximal. Bon, c'est évident qu'un comité d'entreprise européen qui n'est pas syndicalisé, non seulement un outil qui ne fonctionne pas bien en termes de défense et progrès des droits des travailleurs, c'est un outil anti-syndical. C'est un outil négatif dans la plupart des fois. Et dans ce sens, il est important d'investir au niveau vraiment capillaire et même cette fois-ci avec une approche du bas vers le haut. Merci, Marina. Bon, c'est vrai que tu as conclu ton intervention avec un élément essentiel du CAE. Donc, la création de la Fédération européenne, je vais maintenant donner la parole à Kerstin, qui est la secrétaire du secteur du tourisme pour la Fédération européenne, pour essayer de faire avancer le syndicalisme de manière cohérente en Europe. Alors, je n'ai pas beaucoup à ajouter à tout ce qui a été dit par les autres rapporteurs. C'est que je sais qu'en tant que CAE, on sait ce qu'on veut et on a beaucoup d'outils politiques. Il faut les mettre en place, il faut au mieux. Il faut aussi accélérer les processus. Il faut donner plus de compétences au niveau européen. Bien sûr, je suis d'accord sur le fait qu'il faut être plus proactif. Il faut être aussi agir en attaque, comme on dit, c'est-à-dire il faut être plus performant. Et ça, c'est dans la perspective dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il faut faire davantage, il faut suivre ces lignes. Je voudrais aussi avoir d'autres contributions de la part du public parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont beaucoup d'informations et beaucoup à dire. Donc, j'espère que il y aura d'autres contributions de la part du public. Alors, merci, Kerstin, merci à tous les rapporteurs. Je crois qu'on a eu une table ronde très intéressante sur les sujets qu'on voulait suivre. Et je vous remercie parce que ce sont des contributions variées sur un sujet unique, quand même sur un système unique. Je vous souhaite une